Amazon perd volontairement jusqu'à 15 milliards de dollars par an. Et c'est totalement assumé. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est bel et bien une stratégie. Une stratégie pensée pour créer la dépendance sans même que vous en rendiez compte en tant que consommateur. Prenons Amazon Prime par exemple. À première vue, c'est une bonne affaire. Quelques dizaines d'euros par an, une livraison gratuite, accès à Prime Video et à des réductions en tout genre. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que Prime est l'arme d'un piège, un piège psychologique. Un levier redoutable qui a permis à Amazon d'atteindre 200 millions d'abonnés dans le monde, dont près de 70% des foyers américains. Et tout ça en encaissant des pertes monumentales chaque année, 15 milliards rien qu'en 2020. Mais pourquoi une entreprise ferait ça? Pourquoi Jeff Bezos, l'homme qui a révolutionné le e-commerce depuis son garage, miserait sur le fait de perdre de l'argent tous les ans? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'une simple stratégie de prix, car je vais vous raconter l'histoire sans pitié d'Amazon, un récit d'ascension, mais aussi de domination. Parce qu'Amazon n'a jamais voulu vendre des livres. Amazon n'a jamais voulu être rentable. Non, Amazon a voulu dès le premier jour devenir le géant qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, il a dû faire ce qu'aucune autre entreprise n'a osé faire avant lui. En 1994, celui qu'on appelle Jeffrey Preston Bezos a une vie que beaucoup envieraient. Diplômé de Princeton avec les honneurs, il est l'étoile montante de D&H, un fonds d'investissement basé à Wall Street. À 30 ans à peine, il est sur les rails d'une carrière toute tracée dans la haute finance. Mais un matin, tout bascule lorsqu'il découvre que le web, qui est encore une abstraction absolue pour le commun des mortels, grossit de plus de 2300% par an. Bezos n'y voit pas une mode, mais un point de bascule historique. Pour lui, c'est littéralement la ruée vers l'or du numérique. Alors, il décide de tout quitter. Le but, ne pas passer à côté de cette explosion et tenter quelque chose. Il fonde alors sa propre entreprise dans un petit garage à Bellevue, dans l'État de Washington. Son premier nom, Cadabra. Il veut mettre en avant le côté magique du web et de son concept de livraison. Mais après qu'un avocat l'ait confondu avec cadavre en anglais, il change. Son but désormais, trouver un nom qui commence par A afin d'être tout en haut des annuaires. Il tombe alors sur Amazon, le plus grand fleuve du monde. Et là, ça fait tilt. Car Bezos ne veut pas juste lancer une simple boutique en ligne que tout le monde aura oublié dans quelques années. Il veut créer la plus grande boutique de la planète. Et ça commence avec des livres. Pourquoi les livres? You could build something online that literally couldn't be built any other way. You couldn't have a physical world bookstore or a paper catalog with millions of different books. Parce que le catalogue est immense, standardisé, facile à stocker et peu coûteux à expédier. Mais ne vous y trompez pas, les livres ne sont qu'un prétexte. Un prétexte pour commencer l'aventure et enclencher l'ascension dont il rêve depuis qu'il a eu l'idée d'Amazon. Bezos le dit lui-même dans ses premiers pitchs aux investisseurs. Notre objectif n'est pas d'être rentable maintenant, notre priorité est de croître massivement. En 1995, Amazon.com est lancé. Le site est rustique, le design minimaliste et pourtant, dès les premiers mois, les livres sont expédiés dans 50 États américains et dans 45 pays différents. Bezos a découvert son océan bleu et la machine va très vite s'accélérer. Première grosse étape pour la marque et pas des moindres, son entrée en bourse en 1997. 54 milliards de dollars levés d'un coup. Mais Bezos l'annonce sans détour. Pas de bénéfices à court terme, pas même à moyen terme. Nous croyons qu'un leadership à long terme sur le marché est plus important que des profits immédiats. Une déclaration qui rend fou les analystes de l'époque et qui fera pourtant de lui, 20 ans plus tard, l'homme le plus riche du monde. Mais n'allons pas trop vite. En fait, derrière cette stratégie se cache un concept simple, le scale avant le cash. Autrement dit, la croissance d'abord, l'argent et les bénéfices ensuite. Mais ce que peu de gens voient à ce moment-là, c'est ce à quoi ressemble la véritable bombe Amazon. Pendant que le monde regarde un jeune entrepreneur vendre des bouquins depuis un garage, lui pose les fondations d'un empire invisible que les gens vont mettre des années à découvrir. En réalité, Amazon n'est pas là pour concurrencer les librairies. Amazon est là pour remplacer les distributeurs, court-circuiter les détaillants et absorber les données de toute la chaîne. Juste après l'entrée d'Amazon en bourse, Bezos disait déjà que le but était de créer une infrastructure par laquelle tout le monde passerait. Et en coulisses, tout est déjà prêt pour ça. En parallèle du site, Bezos investit discrètement dans des systèmes de stockage, des plateformes de paiement et des algorithmes de recommandation rudimentaires. Il ne vend pas des livres, il teste une architecture de distribution globale, un prototype d'Amazon version 1.0. La véritable ambition, c'est de créer le magasin ultime où tout se vend. Et ça, il ne l'a jamais caché. Dans une note interne de 1995, Bezos écrit noir sur blanc: notre vision est de devenir la boutique la plus centrée sur le client de toute la planète. Mais ce que cette note ne dit pas, c'est que pour contrôler cette boutique, il faut contrôler l'infrastructure.
Nous sommes en 1998, 3 ans après son lancement. Amazon commence sa première grande mutation. Mais ce que les gens ne comprennent pas encore, c'est que ce n'est pas une extension de catalogue, c'est un changement de nature. Amazon ne veut plus juste vendre des livres, Amazon veut vendre tout. Dès 1998, Bezos donne son feu vert. L'entreprise commence à vendre CD, DVD, logiciels, jeux vidéo. Ces produits seront très vite suivis par de l'électronique, des jouets, de l'outillage ou encore des ustensiles de cuisine. Tout ce que l'on trouve dans un centre commercial doit désormais exister aussi sur Amazon. Première arme, les acquisitions stratégiques. Bezos s'empare d'IMDb, la plus grande base de données cinéma au monde, pour structurer ses offres vidéo. Il rachète BookPages au Royaume-Uni et Telebook en Allemagne. Le but, construire des versions localisées d'Amazon à l'international. En quelques mois, Amazon s'implante en Europe, en Asie, au Canada, où d'autres startups de l'époque se contentent de surfer sur la bulle d'Internet. Amazon, lui, développe son infrastructure comme personne. Mais ce n'est que le début. Car en 1999, Amazon active un autre levier beaucoup plus sournois. Il lance un programme discret, peu connu du public, The Shops. Sur le papier, c'est un espace qui permet à des vendeurs indépendants de vendre leurs produits sur Amazon. Mais en réalité, c'est la première version de la marketplace. Et là, on entre dans une autre dimension. Parce qu'avec la marketplace, Amazon ne vend plus simplement ses propres produits, il devient la plateforme, l'intermédiaire, qui prend une commission sur chaque transaction. Et ça, c'est un coup de génie. Plutôt que de gérer toute la logistique et le stock, Amazon fait porter les risques aux vendeurs tiers, tout en conservant le contrôle sur la vitrine, l'algorithme de recommandation, les demandes clients, les données clients et évidemment, les règles du jeu. En 2001, les chiffres explosent. Amazon a déjà ouvert des filiales au Royaume-Uni, en France, au Japon, au Canada. La logique est simple. S'infiltrer dans les foyers du monde entier sans même que les gens s'en aperçoivent. Et cette stratégie fonctionne. Amazon devient peu à peu un réflexe pour le commun des mortels qui débarque à toute vitesse sur Internet. Malheureusement, tout ça a un coût. Entre 1998 et 2001, Amazon accumule plus de 3 milliards de dollars de pertes sans réussir à devenir rentable. Et pendant que les analystes crient au suicide financier, Bezos garde le cap. Parce qu'il sait ce que peu de gens voient à ce moment-là. Le vrai produit, ce n'est pas l'électronique, ce ne sont pas les jouets, ce ne sont pas les livres non plus. Le vrai produit, c'est l'utilisateur. Car grâce à la marketplace, Amazon commence à aspirer des quantités astronomiques de données sur les vendeurs, sur les acheteurs, sur les produits qui marchent, sur ceux qui ne marchent pas et évidemment le comportement des utilisateurs. Pour toujours garder plus de contrôle, Amazon commence à produire en marque blanche les produits les plus vendus par les vendeurs tiers. Amazon repère les best-sellers, les copie, les produits et les met en avant sur sa propre plateforme devant leurs propres créateurs. Grâce à cette approche, Amazon enregistre pour la première fois une année rentable. En 2023, Amazon est maintenant trop gros pour échouer. Et surtout, trop utile pour qu'on s'en méfie. Alors pendant que le grand public continue à se ruer sur la plateforme, Jeff Bezos, lui, prépare la prochaine étape. Une ère où l'utilisateur ne viendra plus sur Amazon pour acheter un produit, mais où Amazon viendra jusqu'à lui. Nous sommes en 2005. Amazon est désormais implanté partout, possède près d'une dizaine d'entrepôts géants dans le monde entier, mais Jeff Bezos veut aller plus loin. Il ne veut pas juste vendre, il veut ancrer Amazon dans les réflexes du quotidien. Et pour ça, il lance une nouvelle offre, Amazon Prime. Sur le papier, c'est un service d'abonnement. Pour 79 $ par an, à l'époque, l'utilisateur a accès à la livraison gratuite en 2 jours. Mais en réalité, Prime n'est pas un simple service, c'est un piège psychologique pour enclencher une nouvelle phase d'expansion bien plus large que les précédentes. Dès les premières années, Bezos assume que Prime ne sera pas rentable. Et pourtant, Amazon double ses investissements dedans année après année. En 2020, selon Institute for Self-Reliance, les pertes liées à Prime sont estimées à 15 milliards de dollars. 15 milliards perdus volontairement en l'espace d'un an seulement. Pourquoi ? Parce qu'avec Prime, Amazon change les règles du jeu. Il ne s'agit plus de vendre au meilleur prix, il s'agit de devenir une habitude, un réflexe d'achat, un acte automatique qui n'est même plus réfléchi. Et ça fonctionne. Dès 2017, Prime atteint 80 millions d'abonnés. En 2021, plus de 200 millions, l'équivalent de 70% des foyers américains. Ce qui est intéressant pour la marque, c'est que ses abonnés achètent beaucoup plus que les autres. Selon une étude de la CRP, les abonnés Prime achètent plus du double des non-abonnés. Certains font des achats chaque semaine, d'autres plusieurs par jour. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a payé pour l'accès, on se sent obligé de l'utiliser. C'est le biais du coût irrécupérable. Quand on a investi de l'argent, même peu, on veut le rentabiliser. Et plus on utilise Prime, plus on dépend d'Amazon. Mais Prime ne se limite pas évidemment à la livraison, car chaque année, Amazon ajoute des couches supplémentaires. Prime Video, le service de streaming, Amazon Photo pour le stockage, Prime Music, Prime Now, livraison en 2 heures dans certaines villes spécifiquement aux États-Unis, ou encore Amazon Dash. Chaque nouveau service est pensé comme une nouvelle accroche, une nouvelle dépendance, une nouvelle façon de renforcer l'addiction chez ses clients. Et le plus efficace de tous arrive en 2007, le Kindle. Un appareil simple, pas sexy,
mais révolutionnaire. Le tout nouveau Kindle par Amazon. Parce qu'avec le Kindle, Amazon ne vend plus seulement les livres, il contrôle désormais le format, la distribution, les contenus. Avec la Kindle Store, Amazon devient éditeur, distributeur et plateforme. Et les auteurs, s'ils veulent exister, doivent passer par Amazon. On entre alors dans une intégration verticale totale. Amazon commence à détecter quels livres fonctionnent, puis produit ses propres œuvres via Amazon Publishing et pousse ses titres dans les recommandations du Kindle. Résultat, l'algorithme tue la diversité pour favoriser ce qu'il vend. Mais derrière cette offensive, il y a un plan d'enfermement algorithmique. Ce n'est plus l'utilisateur qui choisit ce qu'il veut, c'est Amazon qui choisit ce que l'utilisateur veut. Car Prime, petit à petit, désapprend à ses utilisateurs à comparer les prix, à aller voir ailleurs et même à réfléchir avant d'acheter. Avec Prime, la friction disparaît. Et quand la friction disparaît, la vigilance disparaît. On passe alors dans une relation d'addiction douce. Pour enfoncer le clou, Amazon observe les comportements de tous les utilisateurs. Les clics, les achats, les recherches ou encore les abandons de panier. Tout ça nourrit des modèles prédictifs puissants qui nous poussent vers ce qu'on est le plus susceptible d'acheter au bon moment. Et les vendeurs tiers dans tout ça, ils n'ont pas le choix. Pour être visibles, ils doivent payer. Ils sont pris dans la même boucle que les consommateurs, une boucle de dépendance. Et Amazon, lui, encaisse. Même s'il continue à dépenser des milliards pour entretenir cette boucle d'addiction, parce qu'il sait qu'il construit quelque chose de bien plus gros. Amazon a conquis des millions de foyers dans le monde. Mais Jeff Bezos n'est pas encore rassasié. Il veut pas seulement vendre plus, il veut vendre mieux. Et surtout, contrôler tout ce qui se passe. Pour ce faire, il pose un pion majeur en 2012. Le rachat de Kiva Systems pour 775 millions de dollars. Kiva, c'est une start-up spécialisée dans les robots de logistique. Des petites unités orange, rapides, autonomes, capables de se déplacer seules dans les entrepôts pour amener les produits jusqu'aux opérateurs. Dès 2014, Amazon commence à retirer Kiva du marché et intègre la technologie exclusivement dans ses entrepôts. Les entrepôts Amazon deviennent des chaînes d'assemblage robotiques, ultra optimisées, capables de traiter des millions de commandes par jour, avec un minimum d'intervention humaine. L'objectif de domination logistique est officiellement atteint. Mais Bezos ne s'arrête pas là. En 2014, il lance une nouvelle offensive, l'assistant vocal Alexa, intégré à l'enceinte Echo. C'est une porte d'entrée vers toujours plus de data, un microphone posé au cœur du foyer. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous avez déjà Alexa de votre côté. C'est le moment où Amazon commence à écouter ses clients sans même qu'ils s'en rendent compte. Et l'objectif est limpide. Ne plus attendre que l'utilisateur vienne à Amazon. Faire en sorte qu'Amazon vienne à lui, au bon moment, de la bonne façon, avec les bons produits. Pendant ce temps, côté business, Amazon est en train d'écraser la concurrence. En 2015, Amazon devient le premier site de commerce aux États-Unis, dépassant même Walmart, eBay et tous les géants de la distribution. La marketplace explose, les vendeurs tiers affluent. Et plus le système s'optimise, plus les vendeurs deviennent captifs et ses clients aussi. En 2014, Amazon annonce Amazon Dash. L'innovation du jour avec ce matin, Sébastien, une invention redoutable, quasi machiavélique, on la doit à un géant américain du commerce en ligne. Ça s'appelle Dash. Dash a la forme d'une lampe torche. Au bout, vous avez une lumière rouge, c'est un scanner. Dash va vous servir à scanner donc les codes barres des produits qui sont sur le point d'être en rupture de stock dans votre frigo ou vos placards. Plus d'œufs, plus de beurre, plus de céréales. Vous rapprochez Dash du code barre, vous appuyez, il y a un petit flash et le tour est joué. L'acte d'achat devient instantané, inconscient, programmé. Et à ce moment précis de l'histoire, Jeff Bezos ne veut plus juste conquérir des parts de marché. Il veut que toute l'infrastructure de la consommation passe par lui. Et pour ça, il sait qu'il va devoir tout automatiser. On est en 2016, juste après l'élection de Trump. L'Amérique est polarisée, la planète inquiète. Et pendant ce temps, Amazon change à nouveau de dimension. Tout commence par un rachat spectaculaire dont les médias parleront peu à l'époque. L'entreprise Whole Foods Market, en 2017, pour plus de 3 milliards de dollars. En une seule opération, Amazon entre dans le monde physique des rayons, des caisses et surtout de la nourriture. Un marché vital sur lequel personne ne l'attendait. Avec cette acquisition, Amazon peut désormais croiser données en ligne et comportements physiques. Analyser ce que vous mangez, quand vous allez manger, et vous le proposez automatiquement. Au même moment, l'autre pilier d'Amazon explose, AWS, pour Amazon Web Services, le cloud développé et conçu par Amazon en interne. Une division longtemps jugée secondaire, qui devient en 2020 le cœur économique de l'entreprise. Des millions de sites d'appli, d'infrastructures tournent sur AWS. Que ce soit Netflix, la CIA, le Pentagone et même la NASA. Certains concurrents d'Amazon utilisent parfois même les serveurs d'Amazon tellement leur solution est puissante. C'est puissante que dès les premières années, en 2020, cette branche représentera plus de 60% des bénéfices d'exploitation du groupe. C'est ici qu'un nouveau palier est franchi. Amazon ne vend plus des produits. Amazon vend l'infrastructure numérique du monde. Et dans cette logique, Bezos devient
l'homme le plus riche de la planète. Plus de 165 milliards de fortune selon Forbes à la fin 2020, notamment grâce à la pandémie, qui a représenté un magnifique coup d'accélérateur pour la marque. Pendant que le monde se fermait, que les rues se vidaient et que les commerces physiques s'écroulaient un par un, Amazon embauchait plus de 400 000 personnes en quelques mois seulement. Sur l'année, son chiffre d'affaires a grimpé de près de 38%. Le cours de l'action a quant à lui explosé. Et à une époque où les gens ne voulaient plus sortir de chez eux, les livraisons d'Amazon sont devenues vitales. Pour des millions de foyers, Amazon est devenu le seul lien avec le monde extérieur. Que ce soit pour leurs courses, leurs fournitures, leur accès aux livres et aux outils technologiques, le travail à distance via AWS ou encore toute forme de divertissement. Et pour les États eux-mêmes, Amazon devient un acteur de première nécessité via son cloud notamment. C'est ça, le grand basculement. Amazon remplace des fonctions étatiques. Et pendant ce temps, dans l'ombre, la machine se perfectionne. Les entrepôts deviennent des centres neuraux de flux automatisés. Les algorithmes sont entraînés en temps réel sur des données comportementales. Les appareils Alexa continuent de s'installer dans les foyers. Le système de notation favorise les produits Amazon Basics au détriment de marques concurrentes. Et c'est là que le projet initial prend tout son sens. Amazon n'est plus une simple boutique. C'est devenu un véritable système, le tissu du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un tissu infra-étatique, numérique, logistique et comportemental. Car Amazon ne joue plus au même jeu, il crée les règles. Jusqu'au point où Bezos, après avoir accompli sa mission, a pu se retirer du navire. Inventeur de génie, ambitieux et l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon 27 ans après avoir lancé un empire. Jeff Bezos quitte son poste de PDG d'Amazon. C'est évidemment la fin d'une ère. Contrairement à Steve Jobs ou Elon Musk, Bezos ne quitte pas Amazon sur un échec. Bien au contraire, il le quitte au sommet. Andy Jassy, un nom peu connu du grand public, mais un homme qui dirigeait déjà le bras le plus stratégique d'Amazon. Amazon ne vend plus seulement des produits, elle vend des solutions anticipées, avant même que vous pensiez à en avoir besoin. AWS devient l'épine dorsale numérique du monde. Des banques, des ministères, des services de santé, des armées, bref, tout passe par ses serveurs. À tel point que si AWS s'éteint demain, une partie du monde s'arrêtera. Exactement ce que Bezos rêvait de mettre en place depuis le début de l'aventure. Car si Amazon a jusqu'ici misé à fond sur les humains, des centaines de milliers de salariés pour faire grossir son empire, elle essaie désormais d'en dépendre de moins en moins. Le but, que sa marketplace tourne toute seule, que les serveurs se répliquent à la demande, que les produits soient livrés partout dans le monde par des robots. Et même que les grandes décisions marketing et stratégiques soient prises par des IA ultra entraînés. Au départ, Jeff Bezos voulait un Everything Store. Aujourd'hui, Amazon est un Everything System, un écosystème de dépendance algorithmique qui travaille jour et nuit de sorte à satisfaire le plus de clients possible, tout en augmentant les profits de la marque. Ce qui nous mène à une question bizarre, mais essentielle. Est-ce qu'on peut encore parler d'une véritable entreprise quand celle-ci devient un système autonome ? Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez encore Amazon comme une simple boîte ou plutôt comme un écosystème qui continue à grossir chaque jour? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans le monde qu'Amazon a participé à construire, toute pièce de données a un intérêt énorme. Le but est de capter et analyser chaque petite quantité d'informations pour anticiper et agir en conséquence dans un monde piloté par la data. Le premier qui capte le maximum d'attention gagne. C'est le cas d'Amazon aujourd'hui. Mais d'ici à quelques mois, ce sera peut-être votre cas aussi. Si cette vidéo vous a permis de découvrir des choses, pensez à la partager avec vos proches. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires business, abonnez-vous dès maintenant. C'était Alec et je vous dis à très bientôt.